difficultés. Et nous allons continuer ces adaptations-là. Oui, monsieur le ministre, le système est déjà mis en place, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper tout ce qui ne va pas pour que le système soit bien positionné? Voilà, ce qu'il faut faire déjà, c'est, puisque la conséquence la plus visible, c'est au niveau des retards, c'est ce que nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette affaire. C'est aussi la qualité de l'enseignement, ça dépend des enseignants. C'est l'accompagnement informatique. Nous travaillons aussi là-dessus, c'est sous l'égide du Premier ministre, on a travaillé depuis le mois de mai. Le ministère du Développement de l'économie numérique nous a fait des équipements, l'UEMOA, et le grand projet, ça va être l'université virtuelle. Je pense que dans les 2 ans... Mais il y a ces filières où il n'y a pas de master. Ça s'arrête à licence. Et puis derrière, les étudiants ne savent plus à quel sein se vouer. Oui, en fait, dans la logique du système LMD, quand vous faites la licence, c'est un cycle terminal. Donc c'est une partie seulement des étudiants, lorsque le master existe, qui font le master. Donc ce n'est pas automatiquement qu'après la licence, on va en master. Mais à Koudougou, à Bobo, des masters se créent. Donc je pense que pratiquement dans toutes les filières, il y aura des masters. Et ce qu'on observe un peu comme évolution, c'est que quand vous avez par exemple 400 étudiants à licence, probablement ceux qui vont aller en master, ça va être 100 ou 150 ou 200. Un peu moins, parce qu'en 2013, sur 2629 étudiants, on n'a eu que 46 admis, donc beaucoup moins que 100. Vous connaissez la question, on dirait. Non, je connais très bien Monsieur la le question, ministre, on va passer à la deuxième rubrique de cette émission. Elle est axée sur l'amélioration des conditions de vie des étudiants, des enseignants et du personnel ATOS. Que de revendications et d'attentes autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail, le mode de l'enseignement supérieur, insuffisance des locaux, manque d'enseignants, la liste est longue et agite bien souvent le front social. Explication dans ce reportage que nous vous proposons. La recherche scientifique a joué et joue encore un rôle essentiel dans la prise de conscience des enjeux et des conditions du développement durable. En anticipant les problèmes, en clarifiant les enjeux et en proposant des solutions, elle fournit une matière essentielle et des éclairages irremplaçables aux décisions des acteurs sociaux et des politiques. Au Burkina Faso, comme un peu partout en Afrique, l'on peut noter la faiblesse de la contribution de la recherche scientifique et technologique au développement du pays, du fait de la modicité des moyens à elle alloués, associés à des ressources humaines insuffisantes. Malgré ces difficultés, le Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST et les nombreux instituts qui le composent, tels l'Institut national des sciences de société INES, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA, l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques IRSAT, le Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique FAIRCIT, ainsi que l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche ANVAR, forcent l'admiration dans la sous-région à travers leurs actions dans le domaine varié comme l'agriculture et l'environnement, la santé, les sciences humaines et sociales, la technologie et la technologie alimentaire. Au cours de ces 5 dernières années, les acteurs de la recherche ont enregistré d'importants résultats de recherche, mais ces performances, d'une part, ne sont pas utilisées intensément et d'autre part, sont méconnues, voire sous-estimées. C'est une situation qu'il faudrait travailler à corriger et le gouvernement Thiéba en fait une priorité. Aussi, il prévoit d'ici à 2020 renforcer le potentiel en infrastructure, en équipement technique et en ressources humaines qualifiées, en recherche-développement, de renforcer les capacités du Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation pour le développement. Il est également prévu, entre autres, la promotion de la coopération régionale dans le domaine de recherche scientifique et technologique.
Voilà, Monsieur le ministre, nous venons plutôt de suivre le reportage sur la recherche et l'innovation comme clé du développement. Nous allons vous faire découvrir la première question qui est du professeur Meke Ouitraogo. Nous n'avons pas des résultats de la deuxième année. Et pourtant, le FONER a été lancé, les bourses, tout est lancé il y a longtemps. Est-ce que ces étudiants qui vont avoir leurs bourses, intermédiaires je veux dire, est-ce que réellement on va leur accorder ça? Voilà, je crois que, Monsieur le ministre, finalement, on va rester sur la question de l'amélioration des conditions de vie des étudiants et d'une manière générale du monde de l'enseignement supérieur, avec cette question donc d'un étudiant des étudiants qui attendent encore les résultats au moment où on a lancé déjà le processus pour les bourses intermédiaires et tout ça, alors qu'ils n'ont pas leurs résultats. Bon, ça, c'est quand même un problème, Monsieur le ministre. Oui, c'est un problème. Que ce soit la commission des bourses, que ce soit les commissions qui travaillent sur les aides et sur le FONER, il y a maintenant plusieurs sessions pour permettre à ceux qui sont en retard de soumettre leurs résultats. Et bien sûr, pendant ce temps, il n'y a pas de renouvellement, il faut attendre que les résultats tombent. C'est un problème et je pense qu'il est mieux de chercher la solution en réduisant les retards qu'en décidant que vous avez la bourse, par exemple, quelle que soit la durée, même si ça fait 3 ans en première année, vous avez la bourse 3 fois. Et je pense que si on fait ça, ça va même renforcer donc, le retard au lieu de le résoudre. C'est pourquoi nous préférons attendre. Je peux dire que toutes les dispositions sont prises en la matière et que ce qui reste à faire, c'est avec le temps, avec aussi les efforts de l'État, d'accroître le nombre de bourses. Ça, c'est un objectif. Je crois que la question va venir, mais dans ce cas précis, vous rassurez les étudiants qui n'ont pas encore leurs résultats, qui ne sont pas hors course. Ils ne sont pas hors course. Ok, Monsieur le ministre, nous allons passer à une autre question concernant cette fois donc la question de l'augmentation un peu des bourses et du FONER. Ils sont en train d'augmenter la scolarité, le coût de transport, le logement, la nourriture. Moi, j'aimerais savoir s'ils vont augmenter aussi le FONER. Ministre, est-ce qu'on va augmenter le FONER? Le montant a déjà été augmenté en 2014 pour passer de 175 000 à 225 000. Parallèlement, le nombre de bénéficiaires s'accroît. C'est quelque chose comme 28 000, 30 000 étudiants qui bénéficient du FONER. Si vous multipliez par le montant, vous pouvez voir ce que ça donne. Plus donc les aides, plus les bourses, ça fait en tout cas une somme importante. Donc on ne va pas augmenter? En tout cas, je ne pense pas on peut dire qu'à court terme, ça ne sera pas augmenté. Ce n'est pas prévu dans le budget. En filigrane, ce qu'il a dit au début de son intervention, c'est on veut augmenter la scolarité. Il y a des rumeurs en tout cas qui courent selon lesquelles la scolarité, les frais en tout cas de scolarité à l'université, le prix du plat au niveau du restaurant universitaire et même de la cité universitaire. La chambre à cité, du transport, exactement. etc. Est-ce que c'est vrai? Si vous voulez, je vous donne quelques détails. Oui. Du 19 au 21 avril 2016, la rencontre des experts et associés du parti au pouvoir, le MPP, a fait des propositions pour, disent-ils, sortir l'université de la crise. Ils ont proposé que les frais d'inscription passent de 15 000 à 100 000, le ticket de restauration de 100 francs à 300 francs, la chambre en cité passe à 5 000 francs. Est-ce que vous-même vous êtes au courant de ces propositions et qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Est-ce que vous confirmez cela? Alors, ça c'est une étude. Vous savez que tout groupe politique ou non politique est habilité et a le droit de faire des études, de faire des évaluations. Peut-être que la contrepartie de ces mesures, si on ne veut pas les prendre, ce serait d'accroître les allocations fournies par l'État aux universités ou aux nous pour faire marcher les choses. Ce que je peux dire, c'est que les autorités ne m'ont pas instruit de procéder à une quelconque augmentation. Donc vous rassurez les étudiants? Je les rassure, voilà. Je peux les rassurer. Pas pour l'immédiat, mais ça peut arriver après. Ah ben, tout peut arriver, ça c'est clair. Donc on n'est pas à ce stade. Ce que je veux dire, ce n'est pas prévu par les autorités, ni à mon niveau, ni au niveau des présidents d'université. Les inscriptions se sont déjà faites pour la plupart à l'ancien tarif.
Les étudiants ont payé pour entrer dans les chambres à cité, c'est l'ancien tarif. Je pense que véritablement, c'est comme qu'il dirait, il ne faut pas dévancer l'iguane dans l'eau. Ça, ce sont des réflexions qui sont soumises aux autorités, qui connaissent la situation nationale et qui prendront les mesures ou ne les prendront pas en fonction de la situation du pays. Monsieur le ministre, les préoccupations sont nombreuses. On a parlé d'infrastructures inexistantes, on a parlé d'équipements défectueux. On vous propose d'écouter la question d'un téléspectateur. Des infrastructures qui sont prévues depuis longtemps et sur lesquelles nous sommes tous basés pour ouvrir de nouvelles filières, effectuer de nouveaux recrutements. Pourquoi ces bâtiments-là tardent à prendre corps? Monsieur le ministre, je crois que c'est l'université polytechnique Oui, de Bobo-Dioulasso. de Des promesses ont été faites de bâtiments qui devaient être réalisés. Les recrutements ont été faits en fonction de ces promesses. Et puis les promesses tardent à se concrétiser. Alors, comment on explique ça? Alors il faut dire que ça, c'est des promesses anciennes. Et en réalité, Mais c'est une oui. continuité. Non, je sais. C'est une promesse quand même. Voilà. Monsieur le ministre. Non, je ne dis pas qu'on ne va pas s'en occuper. Vous savez que en dehors de ces promesses, il y a une cité de 1008 lits qui a été quand même réalisée. Il y a l'amphi double de 750 places, donc ça fait 1500 qui est pratiquement achevé. Il y a les locaux, le restaurant de l'INSA, ça c'est pour parler seulement de Bobo, qui est terminé et qui va être fonctionnel au cours de cette année. Donc il y a des choses qui se font. Et le bâtiment, le fameux bâtiment, c'est lui, parce que c'est le vice-président qui est intervenu là. En fait, c'est à eux de faire le point de leur chantier qui bloque et de faire remonter les problèmes au niveau de l'autorité Donc vous voulez dire en ministérielle. réalité que les Le problèmes problème ne se sont... trouve au niveau. Ah oui, moi je pense. Donc vous n'êtes pas au courant que le bâtiment n'est pas prêt? Moi je ne suis pas au courant. Je pense que le président nous suit et certainement il va falloir donc faire le point de l'évolution des chantiers au ministre. Voilà. Et c'est sûr que les décisions Exactement. diligeantes pourront être prises. Oui, En attendant, absolument. nous allons parler de l'autonomisation des centres universitaires. Vous l'avez déjà abordé tout à l'heure. Un téléspectateur a une question pour vous. D'accord. À quand l'autonomisation des centres universitaires? Oui, alors, donc, comme j'avais déjà donné la réponse, à quand? C'est au mois de novembre, si le gouvernement, en tout cas, suit ce que nous allons lui proposer. Suit la proposition qu'on va lui faire. Oui. Nous allons, donc, au cours de cette semaine, introduire le rapport, introduire le projet de décret qui crée ces universités-là, donc qui transforment les centres universitaires en universités autonomes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va se faire dans ce mois. Et comme j'ai dit qu'il faut progresser, vous savez que dans le programme présidentiel, il est prévu qu'il y aura des institutions universitaires dans les 13 régions. Pour montrer qu'on va dans la bonne direction, nous allons proposer aussi la création des centres universitaires de Gawa et de Kaya. Mais ces créations-là se font par arrêté parce que ce sont des structures dépendantes des universités existantes. Monsieur le ministre, il y a des universités qui existent, on en a 7, et vous avez dit que d'autres vont s'ajouter, mais on a les problèmes de salles en termes de salles pour les TP et les TD. Et comment on va essayer de résoudre ce problème? Parce qu'une étudiante disait tantôt qu'elle est en biologie, elle n'a jamais touché à un microscope parce qu'il n'y a pas de salle où ils peuvent vraiment travailler. Bon, alors là, ça m'étonne quand même que ça n'existe pas. Peut-être que de temps en temps, il y a des ruptures de produits de labo, les produits pour pouvoir manipuler. Il y a peut-être un nombre de groupes importants qui fait que tout le monde ne peut pas passer. Mais on ne peut pas imaginer qu'on fasse la biologie, des études de chimie, de physique, sans un minimum d'équipement. Mais ce que je peux dire, c'est que actuellement, les constructions en cours vont régler ce problème avec aussi les équipements. Par exemple, pour Ouaga 1, ça fait une douzaine de labos. Pour FADA, il y a 2 ou 3 labos que moi-même j'ai visités. Et à la salle, les équipements aussi sont prévus et vont être installés avec les paillasses, tout ce qu'il faut pour faire de la bonne recherche. Même chose pour Dédougou ou Ayuga. Bobo, évidemment, avec la médecine, avec leur faculté de sciences et techniques, et tout ça
va être bien fonctionnel. Alors, Monsieur le ministre, on me fait signe que le reportage donc, concernant les conditions de vie dans l'enseignement supérieur d'une manière générale et surtout les projets et tout ce qui est prévu donc par le gouvernement pour permettre l'amélioration en tout cas de la situation, ce reportage-là est prêt, nous proposons de le suivre. L'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants, des enseignants et du personnel administratif, technique, ouvrier et de services ATOS des universités a toujours été au cœur des préoccupations majeures des gouvernements successifs du Burkina Faso. En effet, la crise dans nos universités est liée aux difficiles conditions régulièrement décriées par les différents acteurs du système académique. Le Centre national des œuvres universitaires, CNU, dont les principales missions consistent à favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants à travers la restauration, le logement, la santé, l'action sociale, le sport et la culture, peine à satisfaire les attentes des étudiants. Les enseignants et le personnel ATOS des universités ne manquent pas souvent de donner également de la voix pour décrier leurs conditions de vie et de travail. C'est fort de ce constat que les actions du gouvernement concernant ce volet seront orientées d'ici à 2020 vers la construction de nouvelles cités universitaires à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Fada, Wayouya et Dédougou. L'octroi de plus de bourses, d'aide et de prêts aux étudiants et l'octroi de bourses d'excellence de thèse pour renforcer et assurer le renouvellement du personnel enseignant. La prise en charge médicale et le transport des étudiants, la conformité stricte au cahier de charges de la restauration universitaire. Voilà, Monsieur le ministre, je crois que dans le reportage, on est un peu passé vite sur une des questions, le transport. Dans ce domaine-là, il y a cette promesse de, je crois, 135 bus. En tout cas, le projet avait été annoncé depuis des années pour le transport des élèves et des étudiants à Ouagadougou, à Bobo, mais aussi à Koudougou. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que le projet est enterré ou est-ce qu'il est toujours dans les tuyaux? Alors, le projet va enfin aboutir. C'est un projet qui date de 2012-2013 et qui a connu beaucoup de péripéties. Mais au cours du mois d'octobre, Exim Bank, qui est le bailleur de fonds, a donné son accord, un avis de non-objection sur l'entreprise qui a été choisie pour livrer, fabriquer et livrer les bus, parce que ça fait beaucoup de bus. À quelle échéance? Quelle échéance? D'ici la fin de l'année 2017. Ah oui. 2 ans. Non. 2017. La fin de l'année 2017. Non, moi je vois fin de l'année universitaire, hein, c'est-à-dire juin, juillet, on doit avoir les bus. Parce qu'en fait, quand vous commandez cette quantité-là, une fois que vous avez le marché, c'est à ce moment que la fabrication se fait. Voilà, donc c'est pas posé comme ça et puis bon, on livre quoi. Donc vraiment, je peux dire que ça c'est réglé. C'est 135 bus, mais nous, au regard du volume de l'enveloppe, on pense qu'on aura peut-être une trentaine de bus en plus. Alors la priorité, ça va être bien sûr Bobo Dioulasso, où l'université se trouve à Nassau, à 7, 8, 10 km. Donc ça, c'est une grande priorité. Et malheureusement, tous nos centres universitaires que nous allons transformer en université sont un peu loin de la ville, hein, sauf Fada où c'est 3 km, Ouagadougou 10 km, Dédougou aussi 8 km. Donc il y aura besoin de bus. Ce qu'on peut dire, c'est que pour les nouveaux centres, nous allons tout faire pour que ce soit en ville ou en périphérie de la ville, de manière à éliminer un peu ce problème de transport qui est difficile à résoudre. Oui, Monsieur le ministre, le statut de l'université, des universités, c'est un statut particulier. Et à quand le changement du statut du personnel ATOS? En tout cas, ce n'est pas dans un projet à l'heure actuelle. Ce que nous avons fait l'année dernière, c'était de tout faire pour que le personnel obtienne l'indemnité spécifique qui était leur préoccupation. Vous savez que le personnel administratif, technique et d'appui aux universités n'est pas un personnel homogène. On a besoin de financiers, on a besoin de laborantins, de techniciens,
de secrétaires, un peu comme dans l'administration ordinaire. Ce qu'il faut, je pense, c'est tenir compte des contraintes qui peuvent être celles de ce personnel-là pour leur donner peut-être des indemnités ou des primes. Je pense que ça devrait régler ce problème. L'indemnité spécifique est déjà bienvenue. Peut-être qu'il faudra voir en quelle mesure l'améliorer. Alors la question des enseignants également. La question des enseignants, on peut dire que dans une large mesure, ce problème est réglé avec l'accord intervenu au mois de juin qui a révalorisé donc la fonction enseignante, la rémunération de base et les indemnités, et surtout ce qui nous touche, c'est le fait que les responsables, les présidents, les vice-présidents, les directeurs voient leur indemnité améliorée. Vous savez que les chefs d'établissement n'avaient que 20 000 francs par mois. Pour faire marcher une UFR, 3 000, 4 000, 5 000 étudiants, c'était vraiment pas une bonne chose. Il y a une certaine amélioration. On espère que ça va les stimuler pour faire face à leur responsabilité, qui est d'assurer le fonctionnement, le bon fonctionnement, l'atteinte des objectifs, un enseignement de qualité avec des étudiants brillants, performants à la sortie. Il y a aussi la question de la relève un peu, disons aujourd'hui, du personnel enseignant qui se pose. Est-ce qu'il y a certains qui s'interrogent s'il ne faut pas instituer peut-être des bourses d'excellence pour le 3e cycle afin de permettre... C'est la préoccupation aussi bien du président du FASO que du Premier ministre, et même à notre niveau. C'est une préoccupation ou bien il y a... Il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là? Il y a quelque chose qui est fait. Parce que quand les bourses que nous donnons chaque année, ce sont des bourses, déjà les 2000 nouvelles bourses là, c'est pour faire de la physique, de la chimie, c'est pour faire toutes les disciplines qu'il y a. De manière théorique ou bien pratique? Théorique et pratique. Comme ça, je veux simplement vous dire que nous voulons peut-être qu'il y ait maintenant la remontée des préoccupations. L'état des lieux dont j'ai parlé peut nous montrer que dans telle ou telle discipline, il y a des blocages dus à tel ou tel problème. Et à ce moment, on va prendre des dispositions spécifiques pour résoudre ces problèmes. Par exemple, prévoir qu'après le master, il faudra envoyer peut-être en France ou dans d'autres pays 2 ou 3 personnes chaque année pour régler ces problèmes. Vous savez que du côté de la santé... 2 ou 3 personnes par UFR ou bien pour toutes les universités? Mais non, pour les filières où il y a problème. Voilà, c'est pas dans toutes les filières qu'il y a des problèmes. Des bourses de 3e cycle, quoi. Oui, oui. D'accord. Exactement, nous sommes prêts là-dessus. Il suffit que des éléments objectifs remontent et des solutions vont être trouvées, et rapidement. Monsieur le ministre, quand on vous écoute depuis le début de cette émission, on a l'impression véritablement que dans votre département, tout va bien. Parce que vous avez toujours une réponse positive à tout. Je suis un peu sceptique. Est-ce que vraiment tout ce que vous nous dites est vrai? Et pourquoi je vais vous raconter des mensonges ou des contre-vérités? Non, nous sommes en train de travailler, et moi je ne travaille pas tout seul, je travaille parce que j'ai l'appui du président du FASO, du Premier ministre et du ministère des Finances. Et vous avez vu que quand il y a des problèmes sérieux, ça se règle. Ça n'a pas été facile, les négociations avec les syndicats. Ça veut dire que les autorités sont prêtes à concrétiser leur engagement de faire de l'enseignement supérieur une priorité. Et je n'ai pas, peut-être, ou bien ça viendra après, parler des cités qui sont... Ça va venir, monsieur le ministre. D'accord, merci bien. Parce que c'est une grosse préoccupation, en tout cas, qui est posée par les étudiants, non seulement à Ouagadougou, mais un peu partout. Alors, à ce niveau, est-ce que vous pouvez nous dire également, actuellement, en tout cas, qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que le maximum d'étudiants, en tout cas, puissent se loger décemment, disons, et pouvoir donc poursuivre paisiblement donc, ces études? Alors, il y a des projets qui ont commencé. Il y a déjà, vous savez qu'au Ouagadougou, il y avait déjà une cité. Il y a une nouvelle cité qui va s'ajouter avec le financement de la BADEA et du fonds de l'OPEP. À Koudougou, il y aura une cité en 2017 parce que Koudougou n'avait aucune cité. À Bobo, la cité est déjà achevée l'année dernière, 1008 lits. Il y aura 1500 lits qui vont s'ajouter l'année prochaine.
Et il est prévu des cités dans tous les centres universitaires qui vont maintenant devenir des universités. Les cités de combien de lits? C'est ça en fait la question. Parce que si c'est des cités de 100 ou 200 lits, bon, le problème n'est pas résolu. C'est des cités d'au moins 500 lits, voire 1000 lits. Et à quand la réouverture de Zorona? Zorona, oui. Mais non, Zorona ne va pas être réouvert là. Zorona, ça a été transformé en bureau, ça c'est fini. Maintenant, il faudra construire d'autres cités. Nous avons le partenariat public-privé qui nous a fait des propositions et ça a été soumis au gouvernement. Et un certain nombre de constructions ont été aussi arrêtées dans ce cadre-là. Donc je veux dire que dans les 2-3 années, si tout ce qui est prévu se réalise, et ça va se réaliser, vraiment la situation va s'améliorer. Par contre, il ne faut pas laisser croire que tout étudiant va habiter en cité. Il n'y a pas de pays au monde où tous les étudiants habitent en cité. Quand vous avez un taux de 25% d'étudiants qui habitent en cité, on considère déjà qu'il y a des efforts assez importants qui ont été faits. Et c'est pourquoi nous voulons aussi que les universités n'aillent pas se mettre dans des endroits un peu trop éloignés de la ville, parce qu'après leur développement pose problème. Vous avez vu Koudougou qui est en ville. Koudougou a été créé plus de 10 ans après Bobo. Koudougou est déjà à 14 000, 15 000 étudiants, alors que Bobo est entre 8 000 et 9 000 étudiants. Et ça encore parce que maintenant, ils ont commencé à redéployer leurs établissements sur la ville et non plus sur Nassau. Donc ça, c'est des enseignements que nous devons tirer dans la création des universités à venir. Alors, Monsieur le ministre, nous allons progresser dans cette émission et cette fois, je pense que c'est la bonne, nous allons voir donc cette question très importante de la recherche scientifique et de l'innovation. Voilà donc faire de la recherche scientifique et de l'innovation les moteurs du développement économique et technologique du Burkina Faso. C'est tout un programme, Monsieur le ministre. On avait déjà suivi le reportage. Alors tout de suite, nous allons suivre la question du professeur Maker Ouedraogo concernant donc les capacités du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Est-ce que nous pourrons disposer vraiment d'un CHU à grande capacité qui puisse nous permettre d'asseoir vraiment un encadrement de qualité et d'assurer un encadrement de qualité à nos étudiants? Monsieur le ministre. Oui, alors, je pense que l'hôpital sous Salon est déjà pas mal pour les effectifs actuels, parce que Bobo ne recrute actuellement que 30 étudiants en première année. Donc en deuxième année aussi, au maximum, c'est 30, et ainsi de suite jusqu'en 7e année. Ce qui est envisagé, effectivement, c'est que Bobo puisse aussi accroître ses capacités d'accueil en matière d'études de médecine. Parce que ce n'est pas normal qu'à Ouaga, ils sont 600, 700, 800 en première année, et à Bobo, ils sont 30. Ça ne s'explique pas. À qui la faute? C'est des questions d'organisation qu'on va essayer d'équilibrer, si vous voulez bien accepter ce terme. C'est bien d'équilibrer parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. On a beaucoup d'étudiants qui cherchent à faire de la médecine. Exactement. Mais voilà qui sont... Voilà, donc on va équilibrer. Bobo-Yugé aussi prend 30. Et donc vous avez 30, et Ouagadougou 600 ou 700. Ce qu'on a demandé au ministre de la Santé, c'est de permettre que les stages puissent se faire dans les dispensaires, parce que dans les 4 premières années de médecine, ce qu'on fait comme stage là, ce sont surtout des soins infirmiers, hein, donc les piqûres, etc. Donc ça ne nécessite même pas qu'on aille à l'hôpital. Si on fait ça, ça doit permettre d'accroître la capacité d'accueil de façon bien sûr modérée, parce que les études de médecine, si on veut aussi qu'elles soient correctes, il faut qu'on sache limiter les effectifs. Je pense que peut-être Bobo peut aller jusqu'à 90, 100, 120, et Ouagué aussi, hein, comme ça de manière à stabiliser Ouagadougou ou à permettre de baisser un petit peu, parce qu'il faut véritablement veiller sur la qualité. Et l'hôpital
le CHU. Bon, ça, c'est dans les projets du gouvernement, de faire un grand hôpital. Et peut-être qu'en 2000, on a raté un peu le coche, parce qu'au lieu de faire l'hôpital, on est allé rénover Souroussano, qui est déjà coincé dans l'espace et tout. Donc, ça n'a pas donné de grands résultats. Mais c'est une préoccupation. D'accord. Une autre préoccupation d'un autre téléspectateur que nous vous proposons d'écouter. Si la question qu'on peut se poser, qu'on peut poser au ministre, c'est pourquoi depuis 2013, la loi d'orientation qui a créé l'ANVAR, et jusqu'à présent, les décrets d'application pour autonomiser l'ANVAR n'a pas encore été adopté. Monsieur le ministre. L'ANVAR, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est l'Agence nationale de valorisation des résultats de recherche. Oui, ce que je veux dire en quelques mots, c'est que la recherche scientifique se mène correctement au Burkina Faso à travers les 4 instituts, l'Institut des sociétés, des sciences des sociétés, l'Institut de recherche environnementale et agronomique, l'INERA, j'allais dire la puissante INERA, l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, et puis l'Institut de recherche en sciences et techniques, sciences appliquées et technologiques, et qui est l'IRSAT. Bon, tous ces instituts-là font des résultats très intéressants. J'ai eu l'occasion de visiter, non, qui ne dorment pas dans les tiroirs. C'est vrai que ça peut être utilisé de façon plus performante, mais c'est déjà utilisé. Vous savez que l'IRSAT, il y a un certain nombre de médicaments qui existent et qui sont même déjà vendus. Et on voudrait et même ils voudraient que la fabrication soit assez industrielle pour leur permettre donc de valoriser ces productions. L'IRSAT, tous les types de foyers, tous les problèmes d'énergie, de transformation des produits agricoles, ça c'est déjà avancé aussi. Il y a beaucoup de choses. Et alors ce que je veux dire maintenant, j'en arrive, puisqu'il faut qu'il y ait de la recherche et de la recherche qui aboutit à des résultats pour qu'on parle de l'Agence nationale de valorisation. Je veux vous dire que l'Agence nationale de valorisation, là, c'était une simple direction au sein du CNRST. C'est en 2013 qu'on l'a sorti pour en faire une direction générale, Agence nationale, mais qui est sous forme de direction générale qui n'est pas encore autonome. Et vous savez aussi que quand vous autonomisez les structures, si vous ne faites pas attention, tout le budget qu'il avait avant, ça va maintenant servir aux avantages des responsables. Et on a déjà l'expérience d'un certain nombre de fonds qui fonctionnaient, mais quand c'est devenu des fonds autonomes avec direction générale, avec 5-6 directeurs, etc., en fait, tout le budget sert maintenant pour les indemnités. Mais est-ce que ça peut réellement fonctionner et puis répondre un peu aux missions pour lesquelles l'agence a été créée? Nous ne sommes pas opposés à ça, nous travaillons là-dessus et ça va venir. Ce que je dois simplement dire, c'est que si c'était si important, vous savez que dans les années 90-95, moi j'étais recteur et je travaillais avec le CNRST, ils auraient pu déjà faire de l'agence une structure autonome. Pourtant, ils n'ont pas fait ça. Ils ont eu des financements pour étudier pendant 5 ans la bonne organisation. Et l'agence n'a pas été créée. C'était une direction de la valorisation des résultats de la recherche. Monsieur le ministre, mais est-ce qu'actuellement, on ne peut pas